Bonjour tout le monde, ici Carlo Coccaro, très heureux de vous retrouver pour ce deuxième épisode du balado, cette semaine à l'école. Tout d'abord, toute l'équipe de Grand Possible vous dit un immense merci. Merci pour deux choses. Merci pour tous vos commentaires suite au premier épisode et merci aussi parce que le balado cette semaine à l'école se retrouve dans le top 3 des balados francophones en éducation au Canada. J'aurais jamais pensé ça après une semaine, donc vraiment apprécié. Je pense que ça répond à un besoin d'élever le débat en éducation puis d'amener des solutions concrètes et ambitieuses. Et aujourd'hui, on continue sur la même lignée. On va parler du TDAH et je vous présente ma nouvelle co-animatrice régulière, la pédopsychiatre Céline Lamy, qui va nous aider à y voir un peu plus clair par rapport au TDAH et au possible surdiagnostic de ce trouble-là. Et en conclusion, on a notre entrevue Ministre d'un jour où Louis-François Marcotte, le chef restaurateur et entrepreneur, devient ministre de l'Éducation pour 24 heures et nous propose deux grandes réformes, dont une qui, je pense, va faire beaucoup jaser, qui touche le travail de nos adultes. Alors, on commence ça maintenant. Cette semaine à l'école est une présentation des parcours parents exclusifs à aidersonenfant.com, la ressource la plus utilisée dans les écoles du Québec pour outiller les parents avec bienveillance. Merci d'être ambitieux et de croire à l'importance de parler d'éducation autrement. Découvrez la plateforme sur aidersonenfant.com. Et pour ce deuxième épisode, je suis très heureux d'accueillir Céline Lamy, une co-animatrice régulière au balado. Céline, merci d'être là. Salut Carlo. Céline, je l'ai nommée, t'es pédopsychiatre. Qu'est-ce qui t'a si rapidement intéressé à faire partie du projet? Tu as dit deux mots en fait, ambition et audace. Et c'est pas l'ambition de nos enfants, c'est l'ambition de nous adultes pour les enfants. Et je pense qu'effectivement, il nous faut de l'ambition quand on parle d'éducation, puis surtout d'optimisme, sortir de nos silos. Donc pour moi, c'était l'occasion rêvée de me rapprocher de tous pour en discuter. En tout cas, je suis vraiment content qu'on fasse équipe ensemble pour aborder tous les sujets qu'on va aborder cette année. Aujourd'hui, c'est le TDAH. Je pense que c'est un sujet que tu côtoies quotidiennement. Mais juste avant, on va faire notre revue d'actualité. De quoi tu veux nous parler qui a attiré ton attention cette semaine? Et en fait, c'est notre ministre de l'Éducation en France, Elisabeth Borne, qui a fait deux annonces qui ont fait beaucoup jaser. La première, c'est de proposer et même de systématiser pour les professeurs l'usage de l'intelligence artificielle pour la préparation de leurs cours. Okay. Donc, elle a eu ce propos de dire nous allons prêter une intelligence supplémentaire à nos professeurs, ce qui n'a pas manqué de faire réagir, et de dire effectivement que ça allait pouvoir aider les professeurs dans la gestion de leur travail. Ce qui inquiète évidemment, c'est le risque d'uniformiser le contenu, tous les biais qui peuvent être liés à l'intelligence artificielle, puis de perdre en fait un peu la créativité puis la singularité de chaque professeur. Donc, je trouve ça intéressant en termes peut-être de gain de temps, mais est-ce qu'on va pas perdre justement en humanité éducative? Ouais. C'est la grande question. Parfait. Ta deuxième nouvelle est en lien avec ça aussi. Hein? Oui, tout à fait. Toujours Elisabeth Borne, donc cette ministre de l'Éducation, qui propose que les adolescents, à partir de janvier justement 2026, sur la base du volontariat évidemment, soient formés à repérer ce qu'elle appelle les signaux faibles de détresse chez leurs pairs, donc chez d'autres adolescents, et qui puissent ensuite le rapporter aux adultes, parce qu'elle estime justement que les adolescents voient plus ou mieux certaines détresses que les adultes. Et c'est là où ça m'inquiète, justement, et où je me dis, comment est-ce que des adultes, que ce soit professeurs, parents, professionnels, verraient moins la détresse des jeunes? Et est-ce qu'effectivement, c'est à nos jeunes de porter ce repérage-là? Là encore, je suis très pressée, Carlo, de voir comment ça va s'organiser et quel élève va aussi se porter volontaire pour ça. Est-ce que je me trompe, Céline, ou dans les milieux sains, donc si on voit l'école comme un milieu de vie et que c'est sain et qu'il y a des communications constructives, engageantes, il y a de l'amitié qui se développe, il y a quelque chose de naturel quand même à voir le mal-être de l'autre et à le rapporter à une personne en autorité.
Ça se fait quand même dans ces milieux-là, non? Je pense que ça se fait effectivement plus qu'on ne croit. Moi, j'ai de nombreux récits d'adolescents qui disent mon ami n'allait pas bien, je suis allée voir une prof où j'ai Ah oui? texté son parent. Donc oui, ça se fait. Puis je me dis former pourquoi pas, mais sur quels outils, comment? Est-ce que ça va donner justement à certains ados une forme de pouvoir sur d'autres? C'est comme s'il fallait toujours former à l'empathie, à la bienveillance, mais est-ce que c'est quelque chose sur lequel on se forme ou est-ce que c'est quelque chose d'assez naturel qu'on devrait laisser aller s'il y a du lien en fait? Ah, c'est intéressant. Moi, les deux nouvelles dont je voulais partager avec l'auditoire, la première, c'est, bon, on le su, on en a parlé au premier épisode aussi, les coupes en éducation et ensuite une forme de réinvestissement avec beaucoup d'incertitudes autour de ça, a amené à la fermeture des récits. Et là, il y a beaucoup d'enseignants et de parents qui connaissent pas c'est quoi, mais les récits, en fait, c'est un peu comme un sous-organisme des centres de services scolaires et du ministère de l'Éducation qui regroupe des conseillers pédagogiques et qui vise à uniformiser un petit peu les pratiques à travers tout le Québec, parce qu'il y a quand même des disparités de bonnes pratiques un peu partout. Il y a deux récits spécifiques qui ont vu leur fin annoncée. Donc, le récit pour le préscolaire et le récit de l'inclusion et l'adaptation scolaire, donc pour les élèves à besoins particuliers. Puis globalement, ce que ça veut dire, c'est moins de support pour les enseignants, moins de support aussi pour les conseillers pédagogiques dans les différents CSS. Et s'il y a moins de support pour les enseignants, il y a un impact aussi quand même direct et indirect sur ces élèves-là. Donc là, ici, on est plus dans la réaction budgétaire, ce qui va mener des conséquences parce qu'il n'y a pas de plan B à ces ressources-là qui seront fermées. Et le deuxième, je vais y aller rapidement. Le deuxième, il y a le Bulletin de l'égalité des chances en éducation, édition 2025, publié par l'Observatoire québécois des inégalités, qui est sorti il y a une semaine. Et je vais juste nommer quelques faits sur la société québécoise qui, je pense, sont préoccupants et qu'on doit connaître comme citoyens, comme parents, comme enseignants, parce que ça touche tout le monde. Les jeunes issus de milieux défavorisés ont 3 fois plus de risques de décrocher que les jeunes des milieux favorisés. Un élève sur 5 quitte le secondaire sans diplôme, alors que c'est 1 sur 10 en Ontario. Un élève autochtone sur 2 n'obtient pas de diplôme, contre 4 élèves sur 5 chez les allochtones, donc ceux qui ne parlent ni français ni anglais. Au primaire, un garçon sur 3 est en retard de lecture, comparativement à une fille sur 6. Donc, c'est 2 fois plus de garçons qui sont en retard de lecture. Et ils représentent 60% des décrocheurs. Puis finalement, dans certaines régions, plus de 20% des enseignants sont non légalement qualifiés, alors que la moyenne provinciale tourne autour de 12%. Et là, on parle de ceux à contrat, on exclut les suppléances là-dedans. 20% d'enseignants non légalement qualifiés, c'est beaucoup dans un milieu. On a fait la journée grand possible le 24 mai dernier, puis dans une école, c'était 60% des enseignants qui étaient non légalement qualifiés. Donc, moi, je crois à un système d'éducation qui fonctionne pour tout le monde. Donc, c'est pas vrai que c'est bien quand dans un milieu défavorisé, tu as plus de chances d'échec ou moins de chances de réussite que dans un milieu favorisé. Donc, il faut se poser des questions sur pourquoi on est rendu là. Ça nous dit effectivement que l'école qui est, je dirais, présentée comme un lieu de toutes les chances et de toutes les possibilités, on est loin encore du compte par rapport à cela. Donc, c'est vraiment important de réfléchir à ces chiffres-là qui sont extrêmement préoccupants, effectivement. Absolument. Je pense que ces chiffres-là doivent être à la base d'une vision de notre système d'éducation. Est-ce que c'est notre objectif? Moi, c'est mon objectif. Si j'étais ministre de l'Éducation ou premier ministre, je dirais que des chances égales pour tous de réussir, peu importe leur milieu, leur situation particulière. On en est où maintenant et comment on fait pour améliorer la situation? Mais bon, allons-y avec l'étoile de la semaine. Est-ce que tu as une étoile de la semaine à distribuer, Céline, cette semaine? Oui, j'ai une étoile à tous les professeurs, enseignants, professionnels de l'école qui ont été parachutés quelques jours ou quelques semaines sans savoir avant où ils allaient aller. J'ai en tête quelques exemples, mais en tout cas de personnes qui débarquent dans un milieu scolaire, qui ont été prévenus au dernier moment. Je salue effectivement leur capacité d'adaptation. Lorsqu'on arrive dans un endroit qu'on ne connaît pas, on est en hyper-vigilance. Là, je trouve effectivement que c'est pas facilité l'arrivée des gens, c'est pas facilité comme tu parlais du climat et d'une ambiance, mais vraiment une étoile pour tous ces professionnels-là qui sont parachutés au dernier moment, puis qui vont de tout leur cœur soutenir nos cocos. Bravo pour eux. Alors aujourd'hui, on s'attaque au TDAH. Beaucoup d'enfants concernés, beaucoup de parents inquiets, beaucoup d'enseignants et d'enseignantes et de professionnels qui veulent mieux faire aussi pour accompagner ces jeunes-là. Et surtout, où est-ce qu'on trace la ligne entre un vrai trouble de l'attention
ou peut-être des attentes de société trop élevées. Et on va démêler ça avec notre pédopsychiatre préféré, Céline Lamy. Alors, j'aimerais ça te demander, Céline, rapidement, là, en 15 secondes, c'est quoi un vrai TDAH? Un vrai. C'est déjà un trouble neurodéveloppemental, le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Ça veut dire que on est avec cette condition-là. Première chose, on débarque pas de TDAH à l'âge adulte comme ça. On est avec ça. Donc il y a des indices. Puis c'est un ensemble de symptômes qui, associés, vont permettre le diagnostic. Et je le précise d'emblée, l'agitation n'est pas le seul symptôme qui permet ce diagnostic. Et ce qui, malheureusement, on va en parler, crée beaucoup de confusion parce que à chaque fois qu'on voit un enfant agité, on se dit c'est un TDAH. C'est pas suffisant. Dans TDA, il y a aussi attention. Donc, il y a déficit d'attention. Il y a tout ce cortège lié au déficit d'attention. Donc, l'agitation, je précise, n'est pas suffisante pour le diagnostic. OK. Allons-y avec des statistiques. Comme ça, on peut peut-être mieux situer la situation du TDAH au Québec aussi à travers le Canada et un peu partout dans le monde. Arrête-moi quand tu veux, corrige-moi si je vais dans la mauvaise direction. Alors, on aurait 11,3% des jeunes Québécois de 1 à 24 ans qui ont reçu un diagnostic de TDAH au cours de leur vie, selon l'INSPQ, et un ratio de 2 garçons pour une fille, ce qui, je trouve, est inquiétant, mais ça, on pourra en reparler. En 2022-2023, ça représente près de 95 000 enfants qui ont un TDAH au Québec, soit 4 fois plus qu'il y a 20 ans. 4 fois plus, là. C'est immense, là. On a une revue systématique de 102 études qui trouve qu'en moyenne, c'est 5 à 7% d'enfants qui auraient un TDAH. Donc, dans la population, ça serait 5 à 7% selon la science. C'est bien ça? Ouais. Actuellement, on est là-dessus, oui. Puis le gros problème aussi qu'on voit, en tout cas la grande peur chez les parents, entre autres, c'est la médication. Puis des fois, qu'on donne trop de médicaments à nos enfants. Et au Québec, c'est 7,7% des Québécois de 1 à 24 ans qui ont eu au moins une prescription pour le TDAH. Et c'est 3 fois plus que la moyenne canadienne. Ça, c'est le point, je trouve, qui est le plus inquiétant. Comment se fait-il qu'au Québec, on médicamente 3 fois plus nos jeunes que le reste du Canada? Et là, il y a deux, trois possibilités. On surdiagnostique, on reconnaît mieux le TDAH, parce que tu le disais, on est quand même dans les statistiques scientifiques, ou on le fait pas toujours très bien, mais en tout cas, on le fait peut-être trop vite. Comment tu vois ça? Mais en 2019, il y a quand même une commission parlementaire qui s'est posée sur cette préoccupation du surdiagnostic, qui avait regroupé de nombreux professionnels, pédiatres, psychologues, neuroscientifiques, et qui effectivement parlaient très clairement de surdiagnostic. Donc surdiagnostic, qu'est-ce que c'est? C'est soit effectivement ce qu'on appelle des faux positifs, c'est-à-dire cet enfant a une agitation, je crois à tort et trop rapidement qu'il est TDAH, ça c'est un gros problème, ou je crois trop vite que c'est un TDAH. D'une façon comme d'une autre, c'est un faux positif, c'est-à-dire qu'on n'adresse pas la bonne problématique. Donc, oui, il y a surdiagnostic, là-dessus, je pense qu'on est à peu près tous d'accord. C'est difficile de l'admettre, on va pas se le cacher, parce que les diagnostics sont posés par nos pairs. Donc ça veut dire effectivement quand même qu'il y a parfois une précipitation ou des diagnostics qui sont posés de façon un petit peu botchée. Et de fait, qui dit diagnostic dit ensuite proposition parfois pharmacologique. Et là encore, si nous n'avions pas eu tant de coupures dans les CLSC, nous pourrions adresser des jeunes avec des diagnostics de TDAH vers les CLSC, vers des prises en charge psychoéducatives qui leur donneraient des outils pour apprendre à gérer effectivement certains défis liés à leur TDAH. Mais comme on n'a pas ces moyens-là, qu'est-ce qu'on fait? On va rapidement vers la case médication. Parce que c'est important de ne pas faire le procès du TDAH. Beaucoup ont tendance à dire le TDAH, ça n'existe pas, c'est un enfant mal élevé. Ça, c'est faux et c'est pour ça que je l'ai précisé dès le départ. C'est bien un trouble neurodéveloppemental et ça existe. Et oui, la médication, pour les enfants dont c'est le bon diagnostic, fait partie de la pierre angulaire avec d'autres choses. Mais c'est ça, on est dans une ère de pression, tu l'as dit aussi, normative. Donc, un enfant qui s'agite est très très vite repéré, spoté, notamment quand il est dans un groupe classe, parce que l'agitation, il faut la gérer. Mais est-ce qu'il faut la gérer en posant un diagnostic?
ou en se questionnant sur qu'est-ce que c'est que cette agitation, de quoi ça parle. Quand on voit des statistiques dans des classes où il y a des dizaines d'enfants agités, qu'est-ce que ça dit peut-être de ces enfants qui ne sont plus capables de tenir dans un cadre spécifique. Hein, on a tendance à dire nos enfants sont les mêmes que les enfants d'antan. Non, c'est faux. Ils ont des stimulations, ils ont des jeux vidéo, ils ont les écrans qui leur captent l'attention, qui font en sorte qu'ils sont plus attentifs du tout, qu'ils sont juste concentrés sur de la minute de scrollage. Donc, il faut qu'on s'adapte là-dessus, carrément. Est-ce que tu penses que la hausse des diagnostics est entre autres causée par ce changement de mode de vie? Donc, le mode de vie de nos jeunes n'est plus le même qu'il y a 20 ou 30 ans. Tout à fait, vraiment. Tu sais, quand un enfant est, entre guillemets, excité par une vidéo qui dure moins d'1 minute sur TikTok et qui passe, puis quand je dis moins d'1 minute, c'est parfois 30 secondes. C'est-à-dire son attention, elle est absorbée, captée, tenue pendant 30 secondes et il passe tout de suite à autre chose. C'est-à-dire qu'on modifie, je pense vraiment, je serais vraiment intéressée de lire beaucoup plus d'études là-dessus, on modifie complètement notre capacité attentionnelle, même nous en fait. Hein. On n'est plus capable de s'ennuyer, on n'est plus capable de lire, etc. Donc oui, les enfants n'ont clairement plus le même cerveau, j'ai envie de dire, pour faire quelque chose d'un petit peu dramatique. Et donc, de fait, on peut plus leur enseigner comme si c'était des enfants qui n'étaient pas sursollicités. On est dans autre chose maintenant. Parlons de ce qui se passe en classe, parce que au-delà, comme tu dis, on fera pas le procès du TDAH, mais l'attention peut être un enjeu ou des symptômes liés au TDAH peuvent apparaître en classe, que ce soit l'agitation, tu l'as nommé, le manque d'attention, un élève qui dérange, un élève qui a besoin de bouger, peu importe comment on le nomme. Si tu es en classe puis qu'il y a 25-30 élèves, l'enseignant, lui, qui voit ça, puis il faut que je rajoute un élément, dans la classe, il y a des élèves qui sont littéralement 1 an plus jeunes que les plus vieux de la classe. Donc, ceux qui sont nés au mois de août-septembre, là, sont dans les plus jeunes de la classe. Puis 1 an à 6 ans ou à 7 ans, c'est un monde de différence. Qu'est-ce que le professionnel en avant des élèves devrait peut-être développer comme réflexe pour répondre à tous ces enjeux-là? L'enjeu de, OK, mais l'élève dérange, mais en même temps, l'élève n'a pas nécessairement un TDAH, ou il y en a peut-être un. Ça devient difficile à gérer. C'est extrêmement difficile à gérer. Honnêtement, ça serait une autre étoile pour moi, ces professeurs-là, parce que c'est ça, ils le disent, ils sont pas formés ou informés suffisamment sur qu'est-ce qu'il y a derrière l'agitation. Beaucoup de mes amis profs disent que dans leur formation, ils n'entendent parler régulièrement que du TDAH. La question de l'attachement, la question des troubles de l'apprentissage, la question de l'anxiété chez les jeunes, voire de la dépression, n'est pas abordée comme source d'une agitation chez les enfants. Donc ça, c'est une première chose. Tu l'as dit aussi, l'immaturité physiologique de nos enfants, entre un enfant qui a 4 ans et un enfant qui a 3 ans, on n'est pas du tout dans la même cour. Et il y a aussi la grande différence, on l'a vu dans les statistiques, entre les garçons et les filles. Est-ce que les garçons sont vraiment moins attentifs ou est-ce que l'école leur permet pas d'être assez eux-mêmes et que les comportements dérangeants émergent? Ça, c'est un grand débat. Effectivement, deux fois plus de garçons que de filles, ça questionne. Déjà, est-ce que c'est 2 fois trop de diagnostics? Parce que effectivement, les garçons sont dans des comportements qu'on appelle externalisés. C'est-à-dire qu'ils se voient. Les filles qui sont pas attentives vont avoir un déficit d'attention, mais vont être pas mal sous le radar. Donc, est-ce qu'effectivement, c'est le H en fait qui dérange? C'est vraiment le H qui dérange. Et oui, est-ce que les classes sont adaptées à nos garçons? Est-ce que la structure de je suis 8 heures assis, j'écoute, je peux pas bouger alors que j'ai besoin effectivement physiologiquement de bouger plus, c'est adapté. J'ai envie de dire, c'est plus une question de garçon-fille, c'est une question vraiment de rediscuter, re-questionner ce 8 heures de cours assis. Les enfants ont besoin de bouger, les enfants ont besoin de jouer, les enfants apprennent en jouant et les enfants sont coupés d'un truc super important qui est tout autour de nous, c'est le vivant, c'est la nature. Donc quand on va effectivement redéployer nos écoles vers l'extérieur et aussi vers le lien au sens large, le lien avec les autres, le lien en vivant et le lien à soi-même, alors peut-être effectivement qu'on aura des classes qui seront beaucoup plus supportables. C'est un grand enjeu, mais c'est pas si compliqué que ça. Non, c'est ce que j'entends aussi parce que les enseignants individuellement peuvent faire des petites et des grandes choses
dans leur classe en lien avec ce que tu mentionnes, que ce soit de sortir dehors, Oui. que ce soit de bouger plus. Après ça, le système peut faire des grandes choses aussi, Oui. mais individuellement, il y a des belles choses qui peuvent être faites. Moi, mes 3 garçons sont allés à l'école alternative où il y a déjà, je dirais, naturellement une flexibilité à l'enfant. Une flexibilité, ça veut pas dire qu'ils font ce qu'ils veulent, Non, c'est ça. mais ils peuvent bouger. Ils peuvent bouger dans la classe à certains moments. C'est pas dérangeant. Il y a des liens avec des adultes aussi. Les parents sont beaucoup dans l'école aussi. Et j'ai l'impression que ça atténue peut-être certains des symptômes visibles C'est certain. d'un TDAH. C'est certain. Puis on a quelque chose aussi de bien embêtant, c'est cette idée de performance permanente, cette idée d'évaluation. On a l'impression qu'on connaît l'élève parce qu'il vaut une certaine note. Je précise toujours à mes amis enseignants, connais-tu l'enfant derrière l'élève? Et pour ça, on peut pas observer l'élève derrière son pupitre, il faut le mettre ailleurs. Donc il faut oui sortir dehors et voir comment, on le dit très bien, l'enfant dit agité TDAH, dit tannant. Et bien parfois quand il est en nature dans un groupe, ça va être le leader positif parce qu'il est force de proposition. Donc toujours avoir en tête, oui aux compétences académiques, oui à cette évaluation, mais est-ce qu'on a fait le tour de l'enfant et est-ce qu'on le connaît vraiment? Pour moi la réponse est non. OK. Allons à la maison maintenant, Oui. parce que le défi est aussi à la maison. Les parents qui sont un peu dépassés. Des fois, l'enfant a 5 ans, des fois, l'enfant a 10, 12 ans. Puis là, on sent que notre enfant a souvent pas des bons résultats scolaires. On reçoit beaucoup de commentaires négatifs de l'école sur son comportement, son attention. Ou à la maison, ils sont difficiles à encadrer ou à gérer. Si tu avais, je sais pas, quelle approche tu dirais aux parents de réfléchir un petit peu, essayer telle démarche aussi, ce petit geste-là, ça pourrait avoir un impact. Mais là encore, il y a deux choses. Est-ce que cet enfant a effectivement un diagnostic? Dans ces cas-là, effectivement, il y a des outils très spécifiques. Mais sinon, j'ai quand même envie de parler de la fameuse éducation dite positive ou bienveillante et comment effectivement elle est mal comprise par les parents que j'ai dans mon bureau et qui me disent moi j'ai pas envie de déplaire à mon enfant, moi j'ai pas envie qu'il m'aime plus, moi j'ai envie d'être l'ami de mon enfant comment effectivement beaucoup de parents ne veulent pas faire vivre aux enfants des émotions dites négatives. Et comment, de fait, ils veulent éviter frustration, colère, et vont être parfois très très jeunes dans ce qu'ils appellent l'achat de la paix, ou de marcher sur des œufs, et comment on oublie que le cadre et les limites sont essentielles dès le début. Et ça n'a rien à voir avec une éducation coercitive. Les enfants ont besoin de sentir que, parce qu'ils n'ont pas eux-mêmes au départ des limites très claires, que le parent est là pour être le garant de ce cadre et de ses limites. Et le parent est aussi là, et c'est ce que j'aime rappeler aux parents, pour prêter son cortex préfrontal à son enfant. De dire, mon enfant, il est immature. Son cortex préfrontal, il va maturer d'année en année. C'est un enfant qui fonctionne beaucoup sur l'immédiateté, l'impulsivité. Soyons les adultes solides qui leur prêtons effectivement notre cortex préfrontal. Mais pour parler à un enfant lorsqu'il est agité ou en crise, on peut pas lui parler comme un adulte avec nos mots dits intelligents. Il faut se connecter d'émotion à émotion. Il faut raisonner avec notre enfant. Souvent, on essaye d'être en position haute, alors que beaucoup disent se mettre à hauteur d'enfant. Ça veut pas dire tout accepter, ça veut pas dire il est à sa 10e barre de chocolat, je lui dis oui pour une 11e. C'est un cadre et des limites. Les enfants ont besoin de ça. Pensons-nous comme des gardiens de leurs limites. Oui, on peut encadrer, mais on n'a pas besoin de crier après. Exactement. On peut encadrer sans les humilier. Exactement. On peut encadrer et garder une bonne relation. Tout à fait. Et c'est un peu le clash entre éducation positive et bienveillante et le laisser aller. Tout à fait. C'est le procès qu'on fait malheureusement à l'éducation bienveillante ou positive. On a voulu rajouter une sorte d'adjectif sympathique, mais ça a été malheureusement mal compris, puis ça participe justement à cette tendance-là de « ah ben c'est laxiste ». Absolument. Céline, c'est déjà tout pour notre thème. On en parlait quand on se préparait. C'est pas long pour parler d'un sujet si complexe, mais c'est sûr que donc on va faire plusieurs épisodes ensemble là. C'est sûr qu'on va réaborder le TDAH aussi avec des angles peut-être un petit peu plus précis. D'ici là, à ceux qui nous écoutent, moi je vous dis si vous avez aimé ça, si vous pensez qu'il y a des gens dans votre entourage qui pourraient apprécier, qu'ils soient dans les écoles ou dans des collègues ou amis, partagez-leur l'épisode. Ça va être utile pour eux, ça nous fait plaisir aussi.
Donc, on se revoit, Céline, pour un prochain épisode très bientôt. Plaisir. Et restez à l'écoute parce que on a notre entrevue Ministre d'un jour avec le chef restaurateur et entrepreneur Louis-François Marcotte qui nous propose des pas pires solutions pour aider nos jeunes à développer leur passion. C'est dans quelques secondes. Notre entrevue de la semaine vous est présentée par WorkU, qui met en valeur celles et ceux qui s'engagent pour l'inclusion et la réussite des élèves ayant des troubles d'apprentissage. Découvrez WorkU sur nureka.co. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un chef cuisinier, entrepreneur, animateur, auteur et conférencier inspirant. Il a abandonné des études en génie mécanique pour plutôt aller apprendre la restauration à l'ITHQ et bâtir une brillante carrière dans ce domaine-là. Il devient maintenant ministre de l'Éducation pour un jour. Louis-François Marcotte, bienvenue. Merci d'être là. Merci, salut. Louis-François, je t'ai présenté là avec beaucoup de termes, mais si toi, tu as à te présenter en une phrase à quelqu'un qui ne te connaît pas, comment tu le fais? C'est drôle, hein, c'est une question qui revient, que je me fais poser de temps en temps, puis je dis souvent cuisinier, parce que la base de tout ce que je fais est la cuisine, puis ça part de mon DEP en cuisine d'établissement, le THQ. Puis après ça, il y a entrepreneur qui est devenu une grosse partie de ma carrière aujourd'hui, qui enveloppe ce que je fais en cuisine. Mes tentacules vont beaucoup plus larges. Fait que je pense que l'entrepreneur cuisinier devient un peu je peux dire chef, je peux dire, mais il reste qu'on est tous des cuisiniers à la base. Fait que c'est de ramener ça au plancher des vaches simplement. Et c'était quoi ta relation avec l'éducation dans ton parcours scolaire, là? Positif, négatif, neutre? Comment tu as vécu ça? J'ai vécu les deux pôles, moi, en fait. C'était intéressant. J'étais un petit gars qui n'était pas un performant à l'école. J'étais pas, tu sais, je devais beaucoup travailler. Je pense au secondaire, tu sais, des années qui étaient plus difficiles pour moi en apprentissage, en concentration, etc. Puis, en parallèle à ça, quand j'ai trouvé mon X, quand je suis rentré à l'ITHQ, à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, quand jour 2, je pense, j'ai mis les pieds là, j'ai fait, c'est ça que je veux faire dans la vie. Puis ça, c'est très relié à trouver ta passion. Louis-François Marcotte, ministre Marcotte, c'est votre première journée comme ministre de l'Éducation. C'est peut-être qu'on va le dire pour vrai là, dans quelques années. Alors, monsieur le ministre Marcotte, vous rentrez au bureau. Vous rentrez au bureau, il est 8h30, vous allumez la lumière, vous vous asseyez, votre chef de cabinet arrive. Quelle est la première décision, la première réforme que vous mettez en place? Je pense que j'oblige tous les jeunes à partir de 14 ou 15 ans à travailler à temps partiel les premiers étés. Je vais dire 10 heures par semaine, c'est rien. Puis je les oblige à travailler, à chercher un emploi pour accéder à leur niveau supérieur d'école. Puis là, ben, tu dis, le jeune, là, c'est peut-être farfelu, mais il va choisir une job où probablement il y a de l'intérêt. Je regarde mon gars, il est allé faire des essais cet été, il a coupé des gazons, il a travaillé dans un magasin de sport, il a travaillé, il s'est rabattu sa cuisine. Je dis rien, je le laisse faire, mais qu'est-ce que ça fait, ça? Il s'identifie, il se trouve bon, il bâtit de la confiance, mais tranquillement, l'étau se resserre, il va arriver sur des questionnements tantôt. Qu'est-ce que je veux faire? Il va penser à ce qu'il a fait tantôt, comme moi j'ai eu comme parcours. Puis, parce que je pense que le système dans lequel on est nous oblige dans la performance un peu. On a le cercle social, les amis, les parents, la famille, puis l'académique. Ton école primaire, secondaire vont vouloir que tu sortes comme un produit de performance un petit peu ou tu sais, tu restes sur un produit, donc ils veulent que tu aies des notes, ils veulent une cote d'école, ils veulent. Fait que si tu t'en vas faire un DEP, moi j'étais à l'école privée au secondaire, puis ça a très bien été, j'ai eu un super bon collège, mais clairement que le DEP n'était pas dans la liste de choix de sortie pour moi. Ils voulaient minimum un deck, ils me poussaient vers là. On pousse tous nos enfants à vouloir peut-être faire un peu plus, comme parents, comme école, comme social. Fait que je pense que ça, si on laisse nos enfants, via le travail, développer des passions, développer des intérêts, se comprendre dans l'adolescence qui n'est pas toujours facile, ben on va rapidement faire des jeunes qui vont être meilleurs à l'école dans des quartiers ou dans des segments où ils ont plus d'intérêt, fait qu'ils vont être plus efficaces, ils vont être des meilleurs travailleurs, puis ils vont rester plus longtemps dans le marché dans lequel ils sont. Ta proposition est intéressante. Elle soulève la question de, selon toi, est-ce que l'école, disons l'école secondaire d'aujourd'hui, aide nos jeunes à être prêts pour le marché du travail? Tu sais, si tu termines ton secondaire 5 avec des bonnes notes,
est-ce que tu es un bon travailleur potentiel sur le marché du travail? Non, je pense pas. Je pense qu'on développe pas assez les passions. Je reviens à ça. Je pense qu'on Ouais. développe pas assez les passions en dehors. Je veux dire, le sport est super important pour l'équilibre, là. J'en suis un friand propulseur, mais je pense que en dehors du sport, c'est qui ce jeune-là? Qu'est-ce qu'il a envie de faire? C'est quoi ses intérêts? Puis je pense que l'école a tout à gagner de pousser nos jeunes vers là. Donc, le travail fait directement partie de ça, ben, très directement en fait, parce que le travail, ça amène aussi une rigueur. C'est vrai. Te lever le matin, aller travailler, écouter un patron, gérer l'autorité, être bon dans une tâche. Puis ça, ben, c'est pas obligé d'être 25 heures par semaine, à 14 à 15 ans. Je pense que les générations, tu sais, moi j'ai 42, là, je pense que nous, je sais pas, tu sais, ma génération, on a beaucoup travaillé jeunes. Je pense qu'on dans l'air du temps, on laisse nos jeunes beaucoup vivre, mais si on les amène dans un format un petit peu plus rigoureux de travail, ben, ils s'identifient mieux. Puis je pense que c'est sécurisant pour un jeune de savoir qui il est, comment Ouais. il est. C'est bon pour son estime, hein? Donc, d'être sur le marché du travail, de gagner des sous, d'interagir avec du vrai monde dans la vraie vie, j'ai l'impression que ça booste son estime. Ben, l'estime, puis tu viens t'as raison, parce que l'estime, après ça, tu deviens plus sûr de toi, puis tu vas assumer peut-être tes choix scolaires mieux. Ouais. Donc, de te ramasser à dire, hey, j'ai vraiment trippé en cuisine, c'est peut-être ça que j'ai envie de faire. Puis, le parallèle en arrière de ça, c'est de les laisser faire des erreurs. Parce qu'il faut, tu sais, un jeune, là, quand il sort de l'école secondaire, là, à 16 ans, 17 ans, qui rentre au cégep, c'est pas un adulte encore, là. Puis là, il rentre dans un marché de grands quand même. Puis Mhm. là, on lui demande de devenir une personne. Mais on l'a pas préparé. Ah non, c'est ça. Il est passé d'un enfant à l'école secondaire à un adulte au cégep. Puis on lui demande d'être quelqu'un, puis de clairement s'en aller sur un chemin prétracé, parce que le chemin d'après, la sortie suivante, c'est le marché du travail. Fait Mhm. que je pense qu'on se permet pas non plus de. Tu sais, moi, je calcule pas ça comme une erreur d'avoir fait un cégep, puis d'avoir arrêté, puis d'avoir fait un DEP. Je pense que c'est un parcours. Ouais, ouais, ouais. Puis c'est ça un parcours. Faites des tranches, essayez des choses, puis peut-être qu'à 20 ans, tu passes sur un autre truc. Mais il faut se laisser identifier qui on est, qu'est-ce qu'on aime faire vraiment pour être, je pense, un bon citoyen par la suite. Est-ce que je me trompe ou ta proposition aurait l'immense avantage aussi de permettre aux jeunes qui ont de la difficulté à être, entre guillemets, performants à l'école, de découvrir des forces et des talents qui sont souvent peu valorisés dans le monde scolaire, mais qui sont dans la vraie vie, qu'on parle d'interaction sociale, de la vente, du travail de bras, peu importe ce que c'est, qui est Oui, peut-être moins travaillé, moins valorisé à l'école, et qu'eux vont faire « Hey, finalement, je suis pas mes notes. Tu sais, j'ai peut-être 50% dans mon bulletin, mais je oui. vaux pas 50 parce que je travaille puis j'ai l'air de valoir 95. » là. Puis ce jeune-là, quand il travaille à côté d'un autre élève, mettons un ami à lui qui est bon à l'école, qui a des grosses notes, puis finalement, il n'est pas si bon que ça au travail à côté de lui qui est bon, mais qui n'a pas les notes, la Mhm. valorisation, elle s'équivaut, là. Fait Ben que oui. c'est bon des deux côtés. Un performant à l'école qui est obligé d'aller travailler un petit peu puis de se plonger dans le marché du travail pour aller goûter à ce que c'est, ben peut-être qu'il va aussi commencer à avoir des capteurs sur d'autres choses, le social, comme tu l'as dit, le travail de bras, peu importe, de la vraie vie, en fait, pas juste des notes Absolument. dans des cahiers. Puis ça, c'est tout aussi important pour la suite. Génial. As-tu d'autres réformes à proposer, Louis-François? Ben, là, on pourrait aller dans d'autres choses, ça serait les cafétérias d'école, mais là, on part sur un autre sujet, Carlo, fait que c'est pas évident. Mais je pense Vas-y. que manger à l'école devient tellement important. Puis je pense que l'éducation alimentaire au Québec, on a encore du chemin à faire. On a Ouais. beaucoup de. Tu sais, je prône pour le cours d'économie familiale qui devrait revenir, que nos enfants apprennent à faire des pâtes, puis la sauce à spaghetti, ça devient tellement des outils super importants pour eux quand ça va. Ils vont rentrer sur ça. C'est la suite logique de tout ce qu'on vient de dire là. Rentrer sur le Absolument. marché du travail, développer tes compétences, ton indépendance, toute ton assurance. Je pense que cuisiner fait partie de ça, puis on devrait avoir un petit peu plus de bonification. Puis ça fait aussi partie de développer des passions, d'aimer Ouais. cuisiner, d'aimer l'art de la table. Puis c'est pas juste pour en faire des cuisiniers, c'est pour en faire des gens d'hospitalité, des gens qui aiment recevoir. Puis ça fait partie des outils qu'on a besoin dans la vie. Ce qui est intéressant avec le cours là, d'économie familiale que nous, on a connu, où il y avait de la couture, de la cuisine, puis d'autres trucs comme ça, c'est que c'était vu comme des trucs du passé. On a enlevé ça de nos écoles. Puis là, on se rend compte qu'avec l'intelligence artificielle, c'est pas ça qui va être remplacé. C'est pas que de cuisiner à la maison qui va être remplacé par l'intelligence artificielle. C'est plus peut-être des mathématiques puis de la science avancée. Et ce Oui. retour-là
à l'art de la table, à faire ses propres pâtes, à cuire sa viande plutôt que d'acheter des mets préparés, ben c'est bon pour tout le monde. C'est bon pour soi pour toutes les raisons que tu as mentionnées. C'est bon pour notre santé, c'est bon pour l'économie, c'est bon pour la société. Tout le monde est gagnant avec ça, là. C'est que du win-win-win. Pour moi, c'est comme, tu sais, ma fille hier, j'étais arrivé de travailler en fin de journée, puis elle me disait, ah, papa, je me suis fait des spaghettis ce midi. Elle a 10 ans. Là, je me dis, OK, les ronds au gaz, hein, mais tu sais, en même temps, je peux pas barrer ça. Elle a un intérêt marqué. Elle fait des pâtes au beurre. Elle l'a fait toute seule. Mais ça, moi, après ça, avec le recul, je fais, mais que c'est extraordinaire. Puis ça, on devait laisser vos enfants faire un peu, laisser-les faire des erreurs, même si c'est pas bon quand ils font des crêpes. Même si la maison explose à cause du poêle au gaz, c'est pas grave. Si ça fait un bordel, c'est ça. Mais je pense que ça aussi, il faut un petit peu se délier, là, tu sais, être moins rigide. Puis je pense qu'on fait encore des jeunes qui ont des tentacules un petit peu plus solides. Absolument. Non, le droit à l'erreur, on l'a un peu oublié. J'ai envie de t'entendre en conclusion, Louis-François, sur ta vision des jeunes d'aujourd'hui. Tu en côtoies beaucoup dans tes cafés, dans tes entreprises. T'es père ou beau-père de 3 enfants. Quelles sont les forces de nos jeunes d'aujourd'hui? Ah, je pense que c'est des jeunes, l'opposé de, moi, c'est la rigueur que je tente d'imposer comme ministre d'un jour, là, de travailler. Je pense que l'autre côté de la médaille de ces jeunes-là, que je trouve aussi très beau aujourd'hui, c'est qu'ils se respectent un petit peu plus, tu sais. Ils se disent, hey, moi, j'ai envie de partir 3 mois en Espagne avec mes amis l'été prochain. Ils vont le faire. Ils sont libres. Je pense que cette liberté-là de nos jeunes actuellement, que moi, comme entrepreneur, je trouve ça difficile à gérer, mais comme papa, comme ami, comme être humain normal, je trouve ça beau et magnifique de voir des jeunes qui font des voyages, qui sont libres, qui sont pas tant à l'argent, qui sont pas stressés de ça, parce qu'on les a aussi beaucoup enveloppés, fait qu'ils se permettent de partir puis d'être libres. Je pense que c'est ça le bon mot, là. Ouais. Fait que ça, j'admire beaucoup ça de notre jeunesse actuellement. Je trouve ça beau, puis je trouve que c'est des belles découvertes. Peut-être quelque chose que moi, je me suis pas permis non plus. Okay. Comme jeune, tu sais, dans mon sérieux, dans mon parcours, j'ai malheureusement, j'aime pas ça, là, mais j'ai pas fait certains voyages que peut-être mon frère a fait, que tu sais, fait qu'on est tous différents, mais je pense que cette liberté-là que nos jeunes ont actuellement, c'est quand même très, très beau. Et si tu avais une préoccupation pour la jeunesse, en disant, tu sais, t'es sur ta chaise berçante, là, sur ton balcon, tu te berces, petit maudit, j'ai peur pour notre jeunesse, pour les 20, 50 prochaines années, ça serait quoi ta plus grande crainte pour eux? Ben, je pense que c'est l'environnement. Tu sais, moi, je suis beaucoup dans le bois, je vois beaucoup à l'extérieur, puis je pense que, tu sais, mes enfants le voient, ils vivent avec moi, puis je pense que l'environnement reste que c'est, des fois, je veux pas dire que c'est galvaudé, mais on en parle beaucoup, puis c'est pas toujours concret pour tout le monde, puis nos jeunes, ils ont pas le pouls de ça constamment, mais je pense que chaque petit geste compte maintenant, puis on n'a pas besoin d'être parfait, puis d'être impeccable, mais d'en être conscient, de passer le message, de les garder dans cette loupe-là, parce que c'est eux autres tantôt qui vont avoir des conséquences fortes aussi. Donc, je pense que ça fait partie de notre réalité d'aujourd'hui, puis on le voit avec la température, la météo, ça commence à changer, puis il faut être alerte, puis il faut être en prévention. Monsieur le ministre, votre journée se termine très bientôt. Vous êtes allé dans une école serrer des mains, là, puis vous montrer la face là, pour les médias. Mais vous avez attendu que le prof s'en aille, que la direction s'en aille, les élèves s'en aillent, la lumière est fermée. Puis là, vous dites, je vais laisser un message au tableau pour ces élèves-là quand ils vont revenir demain matin. C'est quoi la phrase que vous écrivez au tableau? Je vais vraiment écrire « Trouve ta passion ». Parce que ça, c'est le message que je donne encore, puis que je martèle, puis que je répète. Trouve ta passion. Quand tu vas commencer à vraiment triper sur ce que tu fais dans la vie, là, ça va tout changer ta game. Avoir le privilège de te lever le matin et d'aimer ta job, là, en anglais, il dit c'est priceless, mais trouve ta passion. Monsieur le ministre d'un jour, Louis-François Marcotte, merci beaucoup. Merci à toi. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Cette semaine à l'école. On se retrouve tous les mercredis, sauf pendant les congés scolaires, pour un épisode où on fait le tour de l'actualité, on aborde un sujet et une entrevue avec un ministre de l'Éducation. Si vous avez apprécié l'épisode, partagez-le dans votre milieu. Abonnez-vous, évidemment, partagez-le dans votre cercle. Les gens qui le reçoivent sont généralement très contents. Merci pour tout et on se revoit la semaine prochaine.